issus de mon internat, mais également de faune sauvage, avec dans cette école un centre de faune sauvage, alors un petit peu plus spécialisé, on va dire, que la plupart des autres centres de faune sauvage que vous pouvez rencontrer, dans le sens où ils se concentrent, ils se restreignent en tout cas aux oiseaux de proie. Donc voilà, donc avec vraiment une grosse activité oiseaux de proie. Donc comme vous pouvez voir là sur les photos, avec un jeune pigargue à tête blanche, donc qui n'a pas encore sa tête blanche emblématique du fait qu'il soit juvénile, ou à droite un balbuzard donc on avait soigné puis qu'on était juste sur le point de relâcher. Donc voilà, donc internat qui permet aussi du coup de continuer à parfaire les connaissances et les compétences également en accueil de la faune sauvage et de toutes les problématiques que ça implique. Donc ces problématiques qui sont en termes de qu'est-ce que c'est qu'un vétérinaire de faune sauvage, hein, donc Pascal a déjà commencé à vous en parler un petit peu. Donc comme il disait, je pense qu'on peut distinguer deux grands types de vétérinaires de faune sauvage. Vous avez le vétérinaire qui ne sont pas forcément exclusifs, hein, un même vétérinaire peut faire les deux choses en même temps. Vous avez les vétérinaires plus type vétérinaire de centre de soins, donc là où on va rejoindre un petit peu sur de la médecine individuelle. Donc l'objectif, ça va vraiment être de recueillir les animaux qui sont trouvés accidentés ou malades, issus de la faune sauvage, et si possible de les soigner pour pouvoir les réhabiliter et les relâcher. Donc la première question qui se pose quand vous recevez un animal comme ça, c'est la question de la relâchabilité de cet animal. Donc par exemple, là, on nous avait présenté un oiseau, comme vous pouvez voir sur cette radio, avec une fracture donc au niveau de l'aile, une fracture quand même assez sévère. À ce niveau-là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cet oiseau pourra à nouveau voler, parce que s'il est incapable de voler et donc de fuir d'éventuels prédateurs, ou là en l'occurrence sur un oiseau de proie, de se nourrir en chassant, quoi, c'est sûr que le relâcher dans ces conditions, c'est le conduire à une mort certaine. Ce serait pas très éthique. Et puis l'éthique de la pratique de la faune sauvage interdit en quelque sorte de récupérer ces animaux après pour les garder en captivité, c'est pas leur place. Donc voilà, à ce moment-là, soit on pense qu'on a une chance de les soigner et de pouvoir les relâcher, soit malheureusement on estime que la condition est trop avancée, puis on met fin à leur jour dans des bonnes conditions pour pas qu'ils aient à souffrir et à mourir d'eux-mêmes dans un coin. Lui, en l'occurrence, on avait estimé qu'il aurait des chances d'être relâché. Donc c'est pour ça qu'on avait essayé de réparer cette fracture chirurgicalement. Donc là, vous avez la radio avec le petit montage chirurgical, donc c'est des tiges métalliques qu'on met dans les os pour pouvoir les réaligner. C'est un peu le même principe que quand vous vous cassez une jambe et qu'on vous met un plâtre. Et puis le but étant après derrière de pouvoir réhabiliter ces oiseaux, donc en les mettant dans des grandes volières pour qu'ils puissent se remuscler, réapprendre à manger par eux-mêmes, réapprendre à s'éloigner un petit peu de l'homme, hommes qui vont avoir vu pendant plusieurs semaines quotidiennement vis-à-vis des soins quotidiens. Et puis une fois qu'on estime qu'ils sont de nouveau un comportement relativement normal pour un oiseau sauvage, on peut se permettre de les relâcher, avec des programmes aussi qui existent pour suivre l'efficacité de ces relâchés par des systèmes de bagage, par exemple, donc qui permettent de suivre un petit peu ces oiseaux, où est-ce qu'ils vont, et est-ce qu'ils arrivent à survivre, et est-ce qu'ils arrivent à se reproduire, ce qui est quand même un petit peu le but. Puis vous avez le deuxième volet du vétérinaire de faune sauvage qui, lui, va cette fois-ci plus trop s'intéresser à l'individu en lui-même, mais plutôt s'intéresser aux populations d'animaux sauvages, donc avec des missions directement plutôt sur le terrain, donc avec d'un côté, là vous avez tout ce qui est dénombrement et également aide compréhension et aide à la reproduction de certaines espèces. Des missions également de sauvegarde, donc avec par exemple les gardes au niveau des réserves animalières pour essayer de lutter contre le braconnage, mais sauvegarde également au niveau de tout ce qui est destruction d'habitat. Je ne sais pas si vous êtes un peu sensible à toutes ces causes qui font quand même pas mal l'actualité à l'heure actuelle, donc avec un vrai problème de destruction d'habitat dans les différents milieux naturels dans le monde, et donc une baisse de la biodiversité et puis de toutes ces espèces.
Et puis avec comme but ultime, où là on va rejoindre un petit peu les deux rôles du vétérinaire de faune sauvage, de pouvoir permettre de protéger ces espèces. Et une fois que, si ça n'a pas été suffisant, d'essayer de réintroduire certains individus pour pouvoir essayer de regonfler un peu les effectifs des différentes espèces dans la nature, en espérant que toutes ces actions combinées vont permettre, encore une fois, de sauvegarder ces espèces de manière durable. Durant mon internat de médecine zoologique, j'ai aussi pu être un petit peu sensibilisé à tout ce qui est pratique en zoo et en aquarium. Alors, c'était vraiment une part minime dans cet internat, hein. Une semaine de zoo et une semaine d'aquarium à peu près, mais bon, qui permet quand même de voir un petit peu les tenants et aboutissants de cette pratique. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à droite une petite lionne qu'on avait reçue d'un zoo particulier, donc qui s'était fracturé un bassin, dans un contexte de déficit en calcium de cause nutritionnelle. Vous avez également là une spatule rose, donc qui était présentée pour qu'on puisse, parce qu'elle allait un peu moins bien, elle mangeait pas bien, elle avait l'air un peu abattue dans son coin, donc on était en train de la préparer pour une radiographie. Ça vous montre au passage que quand on travaille avec des animaux de zoo ou des animaux sauvages, on est souvent amené à travailler essentiellement sous anesthésie générale, parce que ces animaux peuvent être soit très stressés, voire même dangereux pour eux, voire pour nous. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que cet animal est intubé. Et puis aussi des actions en aquarium, par exemple, là on faisait un suivi de santé de requins léopards via des prises de sang, à l'aquarium de Québec. Donc voilà. Toujours en zoo un petit peu, vous pouvez voir là, pour vous montrer un petit peu que le zoo, ça peut aussi être de la médecine assez avancée, de la médecine de pointe, hein. On avait fait passer ce tatou qui avait une plaie qui guérissait pas, donc on se posait un petit peu la question si ça pouvait pas être plutôt tumoral, dans un scanner, donc au scanner. Et donc là, le scanner, hein, c'est la machine que vous voyez derrière, qui permet en fait de faire des sortes de radiographies en 3 dimensions, et donc de reconstruire après en 3 dimensions les images de l'animal, ce que vous pouvez voir là sur l'écran. Tout ça, ça m'amène à vous présenter un petit peu ce qu'est un vétérinaire de zoo. Donc, le vétérinaire de zoo, lui, va être un petit peu à cheval entre la médecine des populations, qu'on voyait un peu plus pour la faune sauvage, et puis la médecine individuelle qui va se rapprocher un petit peu plus de la pratique NAC, avec comme objectif quand même premier en zoo plutôt la prévention que vraiment l'intervention une fois que l'animal est malade. Donc ça va passer par un certain nombre de postes avec notamment tout ce qui est zootechnie, donc de bien agencer l'environnement, bien contrôler l'environnement de ces animaux-là pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Aussi bien en termes d'espace qu'en termes d'environnement, donc de végétation, de cachette, etc., qu'on peut leur fournir. Si des animaux qui sont semi-aquatiques, leur fournir des plans d'eau, etc. Ça passe également par la nutrition. Donc pouvoir adapter un petit peu s'adapter aux besoins alimentaires de chaque espèce, avec la double difficulté que très souvent ces besoins alimentaires ne sont pas forcément connus pour toutes les espèces à l'heure actuelle. Et puis l'un des gros rôles, à mon sens en tout cas, des zoos et du coup des vétérinaires de zoos interviennent là-dedans, ça va être tout ce qui est plan de reproduction, hein, pour les espèces, notamment les espèces en voie de disparition, afin d'une part de maintenir un pool génétique en captivité, et puis d'autre part de pouvoir à terme éventuellement réintroduire au besoin certaines de ces espèces. Puis ça va passer également par tout ce qui est médecine préventive aussi au sein du zoo, hein. Comme vous pouvez voir là par exemple, un ramassage de sel de ces bovidés, donc pour pouvoir faire ce qu'on appelle des coprocultures, enfin des coprologies, essayer de voir s'ils ont suivre un petit peu leur parasitisme intestinal, pour être sûr déjà qu'ils ne vont pas tomber malades, et puis d'autre part ça permet aussi un petit peu de faire un suivi de l'état de santé de ces populations, et puis de voir aussi, d'étudier un petit peu ce qu'on retrouve en termes de pathologie. Et enfin, donc, je vous en avais déjà un petit peu parlé via la thèse. Comme je vous disais, quand on commence à s'engager vers la voie de spécialisation, on est souvent
on est souvent confronté du coup aussi à la recherche clinique. Voilà, j'ai eu aussi l'opportunité durant mon internat de faire un projet de recherche. Donc là, c'était sur des poissons, sur des ongles de fontaine, sur des genres de truites. On essayait un nouveau type de pansement. Donc ça se présente sous forme de poudre et ça se gélifie au contact de l'eau. Parce que vous imaginez bien que mettre un pansement sur un poisson dans l'eau, c'est pas facile. Donc voilà, il faut essayer de trouver un petit peu d'autres possibilités, donc d'où ce gel. Et donc on faisait des plaies à ces poissons-là pour voir si la cicatrisation était accélérée par ce système de pansement vis-à-vis de plaies sur lesquelles on mettait. Et donc, une fois que vous avez fait cette année d'approfondissement, là, vous êtes toujours un vétérinaire généraliste qui a néanmoins plus de connaissances, plus de compétences, mais à l'échelle, au niveau de la reconnaissance par le public et par les pairs, ça ne change pas. Il faut rester vétérinaire généraliste. Et si vous voulez vraiment vous engager vers la voie du spécialiste, c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle une résidence, donc là en l'occurrence en médecine zoologique, via le Collège européen. Alors pour présenter assez rapidement le concept du Collège européen, le Collège européen c'est une organisation qui regroupe tous les spécialistes d'un domaine. Alors vous en avez en médecine vétérinaire pour toutes les spécialités, pas seulement en médecine zoologique. Vous avez un collège européen de chirurgie, de médecine interne, de cardiologie, vétérinaire, j'entends. Ça existe aussi en médecine humaine, mais là on va se cantonner au vétérinaire. Et vous en avez un en médecine zoologique, donc qui réunit tous les spécialistes de médecine zoologique qui vont ouvrir dans leurs différents lieux de travail ce qu'on appelle une résidence. Donc c'est un programme sur 3 ans où ils accueillent un résident qui va travailler avec eux et qu'ils vont former dans le but de passer à la fin un examen qui mène au titre, une fois encore, de spécialiste. Dans le cadre de la médecine zoologique, vous avez, au niveau du collège, vous avez 5 spécialités différentes. Donc vous en avez 3 qui ont un peu plus attrait plutôt avec les nappes, je dirais. Donc les petits mammifères, les oiseaux, celles que j'ai réalisées, et puis les reptiles. À ça va s'ajouter la spécialité zoo, donc pour devenir vétérinaire, pour se spécialiser en médecine zoologique sensu stricto. Et puis vous avez aussi une spécialité faune sauvage qui va plutôt être s'inscrire dans le cadre du deuxième type de vétérinaire de faune sauvage, c'est-à-dire de gestion des populations, épidémiologie, plus que vétérinaire de terrain en termes de suivi des populations, plutôt que vraiment médecine individuelle d'animaux sauvages. Et donc moi, pour ma part, j'ai choisi de faire ma résidence avec le docteur Minuine, donc au CHV Frégis, donc pendant 3 ans. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu les différentes espèces aviaires que j'ai pu être amené à rencontrer, entre autres, au cours de ma résidence. Et puis, encore une fois, comme je vous disais, la voie du spécialiste, c'est aussi de faire de la recherche clinique. Donc là, vous avez encore un autre exemple d'une étude que j'ai fait pour le coup pendant ma résidence. Donc là, par exemple, le principe était d'établir des normes de mesures radiographiques sur certains organes chez la poule. Donc c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Alors ça peut paraître assez basique, mais voilà, ça vous montre un petit peu qu'il y a vraiment de la place pour faire de la recherche clinique en MAC et en médecine zoologique d'un point de vue plus général, parce que même des choses aussi basiques que les mesures radiographiques, on a encore plein d'espèces chez lesquelles ça n'existe pas, même chez la poule, qui est quand même une espèce relativement courante. Et maintenant, à l'issue de cette résidence, l'objectif, ça va être de passer cet examen. Donc ça sera en 2022, donc affaire à suivre. Au jour d'aujourd'hui, malgré tout ça, si on s'en tient à la définition européenne, je ne suis pas encore considéré comme un vétérinaire spécialiste en médecine aviaire. Donc à l'heure actuelle, ça ne m'a pas empêché de devenir praticien hospitalier au service des nouveaux animaux de compagnie à Alfort. Juste pour vous montrer un petit peu notre équipe. Il y a le docteur Charlie Pignon et puis moi-même qui sommes les 2 praticiens hospitaliers qui encadrons les résidents internes et étudiants. On est aidé également par 2 consultants spécialisés, donc le docteur Minuine qui vient intervenir un petit peu en aviaire, ainsi que le docteur Norin Chai, donc le vétérinaire de zoo, dont vous avez peut-être déjà entendu parler,
qui travaille essentiellement à la ménagerie, qui travaille essentiellement à la ménagerie, et donc qui intervient également en médecine des reptiles à Maisons-Alfort. Et puis le docteur Tom Donnelly, qui nous vient des États-Unis, qui vient partager son enseignement et son expérience avec nos étudiants. Et puis en dessous, vous avez donc nos 3 résidents actuels donc, qui sont en voie de spécialisation du coup, en petits mammifères pour leur part. Donc, juste vous faire un bref aperçu du service NAC d'Alfort pour terminer. Donc, le service NAC d'Alfort, vu que c'est au sein d'une école, c'est bien évidemment une mission d'enseignement, hein, donc à la fois de cours en amphithéâtre, dans le début du cursus, mais surtout de rotation clinique et donc d'apprentissage des étudiants in situ donc en clinique, donc au cours de ronde, ou directement au cours des différentes manipulations et des soins quotidiens qu'on peut être amené à faire sur les animaux. C'est également évidemment une mission de clinique, donc de soins à apporter aux animaux. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu la diversité de ce qu'on pouvait, des espèces animales qu'on pouvait être amené à voir en NAC. J'ai pour habitude, quand on me demande qu'est-ce que c'est concrètement les NAC, de dire vous imaginez à peu près tous les animaux de compagnie que les gens peuvent avoir chez eux, vous enlevez les chiens et les chats, et puis vous avez globalement les NAC. C'est pas tout à fait exactement précis, mais c'est à peu près ça. Donc ça regroupe essentiellement des petits mammifères, donc avec le lapin en numéro 1, bien évidemment, en numéro 1 en termes de fréquence, avec le furet, le cochon d'Inde, différents types de rongeurs, hein, donc du chinchilla au hamster, à la souris, à la gerbille, au rat. C'est aussi des oiseaux, donc principalement en termes d'animaux de compagnie, des psittacidés, hein, donc des perroquets, que ce soit des grands perroquets tels le hara à la petite perruche, comme une petite perruche ondulée, mais pas seulement, également des oiseaux de proie, hein, parce que vous avez également une assez ancienne tradition de fauconnerie en France, hein, donc ces fauconniers vont aussi chercher pour leurs oiseaux une attention vétérinaire. Et puis c'est également des oiseaux de basse-cour, hein, avec ici une oie par exemple, ou une poule, une poule plutôt de race d'ornement dans ce cas-là, qui sont aussi des animaux qui peuvent vous être amenés en tant que vétérinaire à votre clinique, et donc pour lesquels on peut avoir une pratique spécialisée également. Mais ça va également être des reptiles, donc avec tout le florilège donc de tortues, divers lézards et serpents. Et chose qui est souvent un petit peu plus négligée et un peu moins connue, on a aussi des amphibiens et des poissons. Hein, donc aussi étrange que ça puisse paraître, hein, on a des propriétaires très attachés à leurs poissons qui cherchent également des soins, une attention vétérinaire à leurs animaux. Donc le plus souvent, ça reste quand même des poissons rouges, évidemment, puisque c'est ce qu'il y a de plus commun chez les gens, mais on peut aussi parfois avoir des carpocoilles, des discus, des cyclidés et d'autres types de poissons d'ornement, des grenouilles également. Là, vous avez une salamandre, on reçoit également des grenouilles. Et puis tous ces animaux-là, le but d'un service NAC, c'est de leur apporter le meilleur niveau de soins possible en l'état des connaissances et des compétences actuelles. Donc là, vous avez un petit patchwork d'activités, de pratiques qu'on peut avoir en clinique. Donc, une ronde qui est effectuée par le docteur Huyn à l'heure actuelle devant un furet en soins intensifs, une réalimentation à la seringue sur un lapin, principal soin qu'on va faire, l'un des principaux médicaments entre guillemets qu'on va pouvoir donner à un lapin en clinique. Vous avez ici un prélèvement trachéal qui est fait sur ce petit serpent. Vous montrez aussi que les serpents, ça peut être aussi des animaux assez impressionnants là, sur ce serpent de plusieurs mètres de long qui mobilise à lui seul 4 personnes pour pouvoir l'immobiliser et lui faire les soins. Et puis après, d'autres types de petits actes sur les mammifères, comme des poses de cathéter, des prises de sang. Ça va être l'activité clinique, ça va être aussi des examens complémentaires qui vont avec pour essayer de comprendre ce que les animaux ont comme problème et arriver à un diagnostic. Donc avec notamment, là vous voyez,
on fait une analyse sanguine, donc là sur un oiseau, hein, pour remarquer que les globules rouges ont un noyau, ce qui n'est pas le cas chez les mammifères. Ici, vous avez quelques parasites qui ont été probablement pris à la surface de la peau, peut-être d'un lapin ou d'un furet, une radiographie d'oiseaux en exemple, des petites procédures aussi. Hein. Là, vous avez un chinchilla qui est en train de se faire tailler les dents. C'est des animaux qui ont souvent des problèmes de malocclusion dentaire. Malocclusion dentaire qui peut être vue également, par exemple, au scanner. Alors là, on est plus sur un crâne de lapin, mais, de couche-main, je pense plutôt, excusez-moi. Donc avec une reconstitution 3D de ce crâne. Et puis là, vous avez quelqu'un qui est en train de pratiquer une échographie potentiellement cardiaque, vu la position de la sonde sur ce varan. C'est aussi des actes médicaux encore plus avancés, hein, avec des actes chirurgicaux, chirurgie directe, voire des utilisations de techniques endoscopiques. Là, vous avez une belle vue d'un poumon de serpent vu en endoscopie, donc par endoscopie trachéale. Et puis là, vous avez par exemple aussi une image d'un IRM d'oiseau. On utilise vraiment tous les outils de la médecine moderne pour essayer de soigner nos patients, hein, même du coup en médecine zoologique, hein, ça s'applique très bien également, pas seulement en carnivore domestique. Juste vous montrer rapidement que le service, enfin l'ENAC, c'est aussi idéalement une collaboration avec les autres spécialités vétérinaires, parce que finalement, même si on se spécialise en médecine zoologique et qu'on devient spécialiste en oiseaux, en petits mammifères, en reptiles ou autres, ça reste quand même très vaste comme domaine. Donc vous avez vu le nombre d'espèces qu'on peut être amené à soigner, et puis imaginez-vous que dans chacune de ces espèces, on est censé être aussi compétent à la fois en médecine, en chirurgie, en dermatologie, en cardiologie, en ophtalmologie, etc. Enfin, dans tous les domaines de la médecine. Donc vous imaginez bien que c'est pas vraiment possible en soi, et que du coup, ça va être une discipline, la médecine zoologique, qui va aussi être un petit peu à mi-chemin, enfin, à la croisée des chemins de toutes les autres spécialités, et que donc on bénéficie énormément de collaborer avec d'autres services. Donc là, par exemple, vous avez des photos de collaboration avec un service de cardiologie. Donc vous avez la cardiologue qui est en train de faire passer une échocardiographie à ce petit hamster là, qui ne voit pas très bien vu sa taille, qui est sous anesthésie pour pouvoir faire l'examen, ou en train de faire un électrocardiogramme à cette poule, par exemple. C'est aussi la collaboration avec d'autres types de services. Hein. Là, par exemple, une ophtalmologue qui est en train d'examiner l'œil de ce petit iguane vert, ou cette chirurgienne qui est en train de pratiquer de la microchirurgie, et c'est peu dire, puisqu'elle est en train de faire de la reconstruction d'anus de souris. Autant vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de petit et de précis. Ça va être aussi une activité de recherche. Hein. On s'inscrit dans un milieu universitaire, donc avec différents projets de recherche, aussi bien à l'échelle de nos résidents, des internes, que de nos étudiants. Donc avec là différents exemples de ces projets de recherche qu'on a pu être amené à faire au fil des années. Et puis la recherche, généralement, ça mène soit à des publications comme je vous ai montré juste avant, mais aussi à des présentations en congrès. Donc voilà, l'occasion de partager nos connaissances avec nos collègues, soit nationalement, voire même à l'international, soit par le biais de posters ou par le biais directement de présentations. Et puis enfin, le service NAC d'Alfort, c'est aussi une formation continue, avec des offres de formation continue pour les vétérinaires qui sont déjà diplômés et puis qui auraient envie d'approfondir un petit peu leurs connaissances en médecine zoologique, avec notamment, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'internat qui existait à l'heure actuelle en médecine zoologique en France, mais vous avez quand même d'autres opportunités, comme par exemple un diplôme d'école qui a été créé il y a quelques années, qui vous permet de suivre soit une formation un peu plus théorique sur un mois, soit une formation vraiment pratique en immersion dans un service NAC pendant 6 mois, donc une espèce de demi-internat en quelque sorte, donc pour approfondir un petit peu vos connaissances, enfin les connaissances en vue éventuellement d'obtenir une résidence. Donc en conclusion, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, hein, de travailler, de devenir vétérinaire en médecine zoologique. Vous avez eu un exemple
via mon cursus. Vous avez vu un petit peu les opportunités que vous pouviez avoir via l'école ou via des stages, et puis un peu les différents métiers qui pouvaient s'inscrire dans cette démarche. À savoir que il n'y a pas, comme je vous l'ai dit au tout début, il n'y a pas une seule voie de formation pour arriver à ce type de métier. Déjà parce qu'il n'y a pas un seul métier de vétérinaire, et d'autant plus pas un seul métier de vétérinaire en médecine zoologique, mais aussi parce que différentes voies peuvent mener un peu au même type de vétérinaire en médecine zoologique. Mais dans tous les cas de figure, il faut prendre un petit peu sa carrière en main et puis se donner les moyens, notamment via des formations complémentaires, via des stages, de pouvoir choisir un petit peu son métier à la fin, que ce soit pour devenir vétérinaire plutôt en animaux de compagnie, donc plutôt en AC dans le cadre de la médecine zoologique, ou plutôt en faune sauvage, de terrain ou de centre de soins, ou plutôt en médecine vétérinaire de vie. Ou un mix de tout ça, comme on a pu vous le montrer aussi, ou a pu vous montrer Pascal dans sa présentation. Je vous remercie donc pour votre attention, et puis je pense qu'on est à peu près à l'heure pour avoir la demi-heure de questions. Merci beaucoup pour cette conférence. On va maintenant passer aux questions. Première question qui a été posée. Il semble que beaucoup de vétérinaires exerçant en faune sauvage ont été formés à Alfort. Y a-t-il une raison? Quels sont les atouts dans la formation pour la faune vétérinaire? La faune sauvage. Alors peut-être qu'historiquement, puisque je suis plus vieux que Thomas, je pense qu'il y a eu un effet réseau au tout début, et à mon avis qu'il y a eu des opportunités pour les étudiants d'Alfort qui ont créé une sorte de noyau entre guillemets, qui ont eu les possibilités d'intégrer les zoos, et peut-être que ça a facilité l'intégration d'autres alforiens. Maintenant, il n'y a pas forcément de raison absolue pour que Alfort soit mieux positionné que les autres écoles dans ce domaine. Encore que c'est vrai qu'on a un certain nombre de diplômés qui sont accessibles, notamment pour la spécialisation. Ça rejoindra une autre question. Effectivement, pour pouvoir faire une spécialité sur une école, il faut pouvoir être encadré par quelqu'un qui est lui-même diplômé. Et donc, évidemment, la condition pour les écoles, c'est d'avoir des enseignants ou des praticiens hospitaliers diplômés qui puissent prendre en charge des gens dans le cadre d'une formation de résidanat. Je te laisse la parole pour compléter éventuellement, Thomas. Oui, non, c'est exactement ça. Alors après, à savoir aussi que chaque école a un petit peu ses spécificités en termes d'offres de formation en médecine zoologique. Comme vous avez pu voir, effectivement, je pense que à l'heure actuelle, à Alfort, on se concentre beaucoup sur tout ce qui est NAC et faune sauvage, mais c'est aussi des offres qui sont possibles, notamment, on en parlait ce matin également à Toulouse. Je crois que Pascal, vous mentionniez aussi ce matin que on avait plutôt le versant suivi de population épidémiologie à Lyon pour ce qui concerne la faune sauvage. Donc voilà, je sais qu'à Alfort également, via l'intervention du Dr Maureen Chai, on a aussi des contacts avec les zoos parisiens, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres écoles. Enfin voilà, chaque école a un petit peu ses propres atouts et inconvénients. Et donc, après, ça dépend aussi un petit peu de ce que vous voulez faire comme type de vétérinaire en médecine zoologique pour choisir à ce niveau-là. Oui, et puis un point important, c'est que les cursus sont sensiblement équivalents pour ce qui est du tronc commun, et qu'il y a tout à fait la possibilité d'être mobile. En réalité, on a un certain nombre d'étudiants qui vont changer d'école pour la toute fin de cursus, voire rejoindre une autre école pour entrer dans le cadre d'une résidence. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce que vous démarrez dans une école que vous êtes verrouillé, que vous ne pourrez pas bouger d'une autre école. Au contraire, il y a une certaine mobilité qui est même encouragée, notamment en fin de cursus. Alors, on les prend dans l'ordre, les questions, donc j'imagine. Donc, merci pour cette réponse. Il y a donc une deuxième question un peu sur la formation, tout ça. On nous a demandé, l'année d'internat n'existant pas pour la faune sauvage, vaut-il mieux choisir une année d'internat axée canin ou rural? Je vais peut-être y répondre, ça. Encore une fois, ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire. D'une manière générale, on a tendance à dire que pour tout ce qui est vraiment orientation purement NAC,
principalement vers une résidence, donc, comme je vous présentais, petits mammifères, oiseaux ou reptiles, de plutôt partir sur de l'internat accès canin, parce qu'on est vraiment sur de la médecine individuelle, et puis finalement, en NAC, on va essentiellement faire de l'extrapolation des bien plus nombreuses connaissances qu'il y a en médecine des carnivores domestiques. Donc ça, c'est la première chose. Et puis souvent, les services NAC sont associés aux hôpitaux vétérinaires universitaires des carnivores domestiques. C'est le cas à Alfort, je pense que c'est le cas également à Toulouse, il me semble que c'est le cas à Nantes également. Donc voilà, ça vous permet pendant votre année internat d'aller voir du NAC également. Par contre, c'est vrai que si vous voulez plutôt vous orienter vers du zoo, c'est un petit peu plus délicat comme question parce qu'effectivement, un internat rural peut aussi vous apporter toutes les compétences dans tout ce qui est grands animaux, qui est aussi une grosse part des animaux qu'on peut être amené à soigner en zoo, hein, avec de nombreux bovidés, de nombreux cervidés, équidés, etc. Donc oui, effectivement, là, la question se pose un petit peu plus, je pense. Et puis après, comme disait Pascal, je pense que pour le côté faune sauvage, à moins d'être vraiment penser pouvoir trouver une place dans un centre de faune sauvage, mais comme on disait, c'est pas vraiment quelque chose à plein temps qui est vraiment facile à trouver. Mais si on est plus sur le côté suivi des populations, là, je pense que c'est plus un cursus universitaire de recherche, comme en biologie, comme on disait, qui serait plutôt la voie après qu'un internat. Après, c'est des stratégies individuelles, hein. C'est vrai que l'internat, si on se sent un petit peu en délicatesse avec les animaux, les ruminants par exemple, et on pense que sa formation, on a atteint un niveau suffisant en carnivore, on peut faire le choix de partir vers un internat en rural, et ça peut être l'inverse aussi. Se dire, là, au contraire, j'ai fait pas mal de stages en rural, etc. Je pense que j'ai un bon niveau, mais je veux plutôt faire du cheval ou du chien en internat. On peut partir sur ce type de schéma aussi, hein. Donc clairement, nous, on a aussi des internes, par exemple, en équine actuellement, qui ne se destinent pas forcément à une activité équine, mais qui ont vu ça comme une diversification possible de leur activité future. Donc on n'est pas verrouillé, hein, par l'internat. Au fait, on peut le voir comme un complément à une formation individuelle. Et même si on a une formation commune, en réalité, en fonction des stages, de l'investissement que chacun consent dans sa formation personnelle, eh bien, il y a des parcours un petit peu différents où on se sent mieux formé dans tel domaine. On a besoin d'aller acquérir des compétences alternatives ailleurs. Donc c'est avant tout des choix individuels aussi. Puis aussi avoir conscience que le petit schéma qu'on montrait au début, donc avec les 5 années d'études vétérinaires, puis l'internat, puis la résidence, c'est un minimum. Enfin, c'est un minimum si on veut obtenir une spécialisation. Mais ce n'est pas du tout la voie obligatoire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, par exemple, entrent dans un programme de résidence après avoir déjà fait 6, 7, 8 ans d'expérience vétérinaire, alors soit avoir fait divers internats ou avoir fait de la pratique privée ou un peu des deux, ou avoir fait voyagé, fait différentes années dans des réserves à l'étranger ou dans des milieux de faune sauvage. Donc voilà, il faut aussi avoir conscience que un internat, c'est 1 an, c'est pas non plus, ça va pas changer toute votre carrière en 1 an, quoi. Il faut essayer de cibler pour acquérir le maximum de compétences, mais ça vous fixe pas dans une logique particulière. Alors pour répondre à la question, oui, allez-y. Si on devient vétérinaire généraliste, on peut également faire du bénévolat sur des sites de faune sauvage en France ou à l'étranger, par exemple Vétérinaires sans frontières. Bien sûr, là, tout est ouvert, hein. Franchement, là, on n'est pas contraint, on est des métiers qui sont ouverts, il y a une mobilité importante. Vous pouvez changer complètement d'espèce d'intérêt au cours de votre cursus. Il y a des vétérinaires qui font de la pratique et qui rentrent dans la recherche. Thomas a évoqué la possibilité de se spécialiser dans un second temps. Il y a des enseignants, il y a des praticiens qui deviennent enseignants. Il y a une très forte mobilité. Donc, effectivement, pour faire du bénévolat, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, quand vous ne demandez pas d'être payé, il y a la possibilité. Je connais des vétérinaires qui travaillent 6 mois et qui partent 6 mois faire du bénévolat dans un domaine qui les passionne chaque année, quoi. Donc, c'est vraiment très ouvert, hein, comme les stratégies. L'avantage de ce métier, c'est justement ces possibilités assez importantes de mobilité.
quand on le souhaite. Merci. Une autre question un peu sur, dans la même veine. Est-ce qu'on peut exercer en tant que vétérinaire de la faune sauvage, puis rebasculer sur une pratique urbaine avec des animaux domestiques? Tout est possible là aussi. C'est vraiment, il y a une mobilité générale possible. C'est un métier. En fait, c'est plein de métiers possibles en réalité. Et on dit souvent qu'on va changer plusieurs fois de métier dans l'existence. Et c'est aussi vrai pour les vétérinaires. Alors, on peut changer effectivement d'espèces sur lesquelles on va travailler, de voies de manière plus ou moins drastique. Et il n'y a aucune contrainte. Après, c'est des contraintes personnelles plutôt de vie privée ou de vie professionnelle qui font qu'on peut évoluer dans telle ou telle situation. Merci beaucoup. Une autre question, du coup, existe-t-il une formation spécifique pour les cétacés au niveau de la réhabilitation en milieu naturel, etc. Alors, oui, tu as Alors, peut-être en France, je ne sais pas. Je pense pas, mais Pascal, tu me corrigeras. Par contre, il me semble, alors, c'est pas vrai, enfin, c'est pas tant en faune sauvage pure, mais je sais qu'il existe des résidences en Amérique du Nord. Donc, alors, c'est un système un peu différent, hein, le collège américain que le collège européen. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec les particularités, mais vous avez certaines écoles qui effectivement ont tendance à proposer des résidences très axées mammifères marins. J'en connais une ou deux, je ne me souviens plus du nom des universités, mais effectivement, il y a des choses qui existent. Alors, c'est plutôt dans le cadre zoologique que vraiment faune sauvage, il me semble. Mais voilà, c'est des choses qui sont possibles. Puis après, pareil, je sais qu'il y a des résidences, par exemple, si vous prenez la résidence au Québec, donc à Saint-Hyacinthe, ils ont aussi tout un pôle faune sauvage, et notamment une de leurs grandes thématiques de suivi et de recherche, c'est les belugas. Donc vous avez aussi possibilité d'axer un petit peu votre programme un peu plus là-dessus, même si ça reste un programme de résidence qui ne fait pas que des cétacés. Après, en Europe, je Alors, sais pas. s'il s'agit du suivi de population, il y a la possibilité éventuellement de faire une thèse, en écologie. Et là, il y a un avantage quand même, si on est intéressé par ces aspects-là. Il ne faut pas faire une thèse pour faire une thèse. Là aussi, comme la spécialité, c'est un investissement qui est très conséquent, c'est 4 ans de plus. Mais néanmoins, ça présente la possibilité d'acquérir une double compétence. Et là, ça peut être très monnayable sur le terrain, justement, quand vous avez des associations, quand vous avez des organismes, des instituts qui ont besoin de recruter des vétérinaires et des éthologues ou des écologues, quand vous avez quelqu'un qui partage, qui combine les formations complémentaires, ben là, ça permet de payer un salaire plutôt que d'en payer deux. Et parfois, ça peut être un très gros avantage, justement, d'avoir cette double compétence, donc vétérinaire à la base, et puis éventuellement des compétences en recherche acquises par le biais d'une thèse d'université. Donc là, ça peut permettre effectivement d'agir. Et ensuite, il y a des instituts qui travaillent notamment en lien avec les réseaux d'échouage, un petit peu sur les cétacés, l'Institut de La Rochelle notamment. Il y a un certain nombre d'aquariums aussi qui peuvent être intéressés par ces compétences. Mais c'est quand même relativement limité comme possibilité. Merci. Donc du coup, là, une question à nouveau sur le cursus et tout ça. Est-ce qu'un résidanat au Canada demande l'accréditation NAVLE ou est-elle obtenue automatiquement à l'issue de l'obtention du diplôme de spécialiste? Déjà, je pense que là, il y a une petite confusion, hein, qui est que si on veut accéder à un résidanat, c'est qu'on n'est pas encore spécialiste. Ça, c'est la première chose. Alors, ce qu'il faut avoir conscience, d'une manière générale, pour pouvoir, effectivement, quand on a un diplôme européen, donc une école française ou d'un pays du membre de l'Union européenne, ou même d'ailleurs, en fait, dans le monde, et qu'on veut exercer en Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis, on a effectivement besoin de passer l'équivalence, donc, qui comprend entre autres le NAVLE. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai uniquement en pratique privée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez aller travailler dans une université vétérinaire en Nord-Amérique, vous n'avez besoin que de votre diplôme vétérinaire, même s'il a été obtenu en Europe. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été capable, sans le NAVLE, d'avoir accès à un internat au Canada, mais j'aurais pu également avoir accès à un résidanat si j'avais postulé et que j'avais été pris, voire même si mes diplômes ne me le permettaient pas, s'il y avait eu une place
d'enseignants, enfin de cliniciens là-bas. Tant que c'est en milieu universitaire, vous n'avez pas besoin de l'équivalence. Ça, c'est la première chose. Il me semble, mais par contre, une fois qu'on a le diplôme de spécialiste, si on obtient un diplôme de spécialiste nord-américain, ça permet de faciliter un petit peu l'obtention de l'équivalence par certains côtés, mais ce n'est pas forcément immédiat dans tous les États aux États-Unis ni au Canada. Donc ça, c'est un peu plus à regarder dans le détail. Mais voilà. Une autre question en rapport plutôt avec avant d'entrer en école. Le milieu de sauvage n'est-il pas fermé par rapport au niveau rural? Ne serait-il donc pas risqué de présenter un projet faune sauvage plutôt qu'un projet rural, par exemple, à l'entretien du jury au concours C? Alors, moi, je peux prendre la parole puisque je fais partie des évaluateurs du concours C. Donc ça fait partie des histoires qui, effectivement, enfin des fausses idées qui circulent par rapport au concours C. Hein. Le concours C, ça vise à départager des motivations et des projets que vont construire les étudiants. Donc, on met en concurrence des étudiants sur des projets divers. Le projet peut être de toutes sortes. Dès lors qu'il est bien construit, dès lors qu'il est bien motivé, il n'y a pas une prime à choisir la rurale parce qu'on a besoin de plus de vétérinaires ruraux que de vétérinaires en faune sauvage. Donc après, ce qui sera évalué, c'est la cohérence, c'est l'authenticité de la personne, c'est la construction du projet et c'est sa motivation, quel que soit le projet. Oui, maintenant, on passe sur des questions un peu plus en rapport avec le métier en lui-même, enfin le cadre du métier. Est-ce que les vétérinaires en faune sauvage, au niveau gestion, est-ce qu'ils sont accompagnés de soigneurs animaliers? Et une petite sous-question à ça, est-ce que les études ont de grandes différences entre ces deux métiers? Alors, je peux peut-être parler pour les centres de soins. Pour les centres de soins, les soigneurs animaliers sont au cœur du système en réalité, puisque justement, c'est coûteux. On ne peut pas fonctionner sans soigneurs dans des centres de soins. Et c'est coûteux, c'est même pas souvent prohibitif d'avoir un vétérinaire à temps complet. Donc, en réalité, ceux qui font tourner le système, c'est souvent des gens qui sont non vétérinaires et donc généralement de niveau soigneur animalier. Donc après, ce n'est pas le même type de formation. Hein. Souvent, les soigneurs animaliers, c'est des formations qui peuvent se faire sur le tas. Il peut y avoir aussi éventuellement des soigneurs animaliers qui passent par des formations d'ASV. Il peut y avoir différentes possibilités, mais ce sont vraiment eux qui sont au cœur du système. Et pour les parcs zoologiques, là aussi, je parle peut-être, enfin, je laisse la parole à Thomas, mais évidemment, les soigneurs sont aussi une composante très importante des parcs zoologiques. Oui, c'est deux métiers qui sont relativement différents, mais qui sont en fait complètement complémentaires au sein des structures, et en termes de nombre, qui sont effectivement complètement dissymétriques, avec généralement, que ce soit en faune sauvage, en zoo ou en zoo, vous avez généralement quelques vétérinaires pour beaucoup de soigneurs animaliers, puisque c'est vraiment eux qui vont s'occuper au quotidien de la gestion des animaux, donc de tout ce qui est nourrissage, soins dans le sens entretien de l'environnement, etc. Le vétérinaire, lui, n'intervenant qu'uniquement dans la question médicale quand un animal est malade ou dans l'organisation des plans de prévention dans le cas des œufs. C'est un petit peu le même système en clinique, hein, d'ailleurs, que ce soit en clinique des carnivores domestiques ou en MAC, où là, c'est pas vraiment des soigneurs, c'est plus des ASV, des assistants de santé vétérinaire, qui, pareil, ont cette tâche complémentaire d'assister le vétérinaire dans les soins aux animaux. Une autre question, donc un peu dans la même veine. Quand quelqu'un amène au cabinet un animal sauvage, y a-t-il des espèces considérées comme nuisibles et qu'on ne soignera donc pas? Alors, ça, c'est une question un petit peu épineuse, effectivement. Donc, d'abord, le vétérinaire n'est pas forcément obligé de prendre en charge l'animal sauvage. Hein. Donc, ça peut être un choix, ça peut être aussi en fonction de ses compétences ou de la possibilité de référer l'animal à un centre de soins, puisque normalement,
Ensuite, le vétérinaire peut théoriquement gérer un animal sauvage dès lors que celui-ci nécessite des soins qui relèvent de sa compétence exclusive. Mais ensuite, s'il n'est pas capacitaire, il n'a pas le droit de conserver un animal qui nécessite plus de soins. Donc, il devrait être transféré ensuite à un centre de soins. Après, la gestion, donc généralement, le relâcher des animaux, ce n'est pas le fait du vétérinaire. Théoriquement, l'animal doit passer par une phase de réhabilitation et là, qui ne peut être faite que dans les centres de soins. Donc après, c'est une politique qui concerne les centres de soins. En fait, ça dépend de la catégorie d'animal nuisible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories. Pour ce qui est du CHUV faune sauvage, nous, on est amené à relâcher des animaux nuisibles dès lors qu'ils font partie de la faune sauvage autochtone. Par contre, on ne relâche pas d'animaux dont le relâcher est strictement interdit. Et là, ça concerne des espèces qui ne sont pas autochtones, donc des espèces qui ne sont pas indigènes et qu'on n'a pas le droit de remettre dans la nature. Merci pour cette réponse. Une autre petite question en rapport avec le métier en lui-même. Est-ce que, enfin, c'est plutôt dans un corps de métier assez particulier, est-ce que pour les vétérinaires travaillant dans les aéroports, sont des vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage ou ce sont des vétérinaires officiels ou inspecteurs de santé publique vétérinaire? Alors là, on a l'un ni l'autre. alors, il peut y avoir des vétérinaires aussi, éventuellement, inspecteurs qui peuvent être éventuellement affectés sur les gros aéroports. Ça peut arriver à ce niveau-là. Et après, c'est une construction individuelle, entre guillemets. Hein. Donc, les compétences, c'est aussi des compétences qu'on peut acquérir individuellement. Mais je ne pense pas qu'il y ait des spécialistes de toute façon à ce niveau-là. Et puis moi, je me trompe peut-être, mais pour moi, la plupart des vétérinaires qui travaillent dans les aéroports sont quand même des vétérinaires qui sont essentiellement affiliés à l'armée la plupart du temps, il me semble. Alors, parce que l'accès aux aéroports est quand même plutôt contrôlé par l'armée d'une manière générale en France. Alors, il y a ça, mais il y a aussi les vétérinaires qui s'occupent aussi des animaux qui sont saisis, notamment les plateformes saisies. Au niveau et donc des là, douanes, c'est les inspecteurs des douanes. Ici, donc là, c'est services administratifs. Et donc là, les compétences, ils doivent les développer en interne, entre guillemets, parce qu'ils sont justement soumis à des espèces qui peuvent avoir des statuts différents et donc une réglementation différente qui s'applique. Et donc, ça passe déjà par être capable de reconnaître les espèces qu'on est susceptible de saisir. On en a fini avec les questions. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette conférence, très intéressante. On remercie aussi les participants de nous avoir rejoints aujourd'hui pour la conférence. On vous rappelle que la conférence sera disponible en replay dès lundi. Alors, j'ai une question, pardon. Pardon. Donc, les deux conférences seront disponibles, les deux versions. Oui, les deux sont enregistrés. D'accord, donc ça je le dis pour l'assistance parce qu'on a été amené à répondre à d'autres types de questions ce matin aussi. Donc si ça vous intéresse, il y a eu d'autres questions auxquelles on a répondu aussi qui sont complémentaires de celles qui ont été posées là. On vous remercie du coup pour cette conférence. N'hésitez pas à suivre le NVA sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres. Et voilà, merci pour tout. Merci à vous et merci à tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut Thomas.